Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S312 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Thomas Legrin pour notre grande discussion sur le marché de la photo d'occasion. Thomas, Benjamin, si on devait essayer de résumer et de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion, qu'est-ce que ce serait ? Benjamin, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages, les principaux avantages à acheter du matériel d'occasion ? Il y en a deux énormes. Faire des économies et lutter contre l'obsolescence programmée quelque part. Finalement, ces deux se suffisent presque à eux-mêmes. Donc à partir de là, oui, ça fait sens, sauf à courir vraiment derrière les nouveautés, comme les gens qui font la queue devant les Apple Store pour avoir le dernier iPhone. Si on en a les moyens, le marché de l'occasion fait pleinement sens, surtout en photo, et surtout du côté des optiques, où on peut trouver vraiment 10 000 choses, que ce soit sur les réflexes, mais désormais de plus en plus évidemment sur les hybrides, en montureux d'ailleurs principalement, en monture, ceux qui sont équipés en Sony, là, il y a une offre qui est absolument pléthorique, quoi. Thomas, du coup, est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo et vidéo d'occasion, que ce soit des boîtiers ou des optiques ? Est-ce que ce sont des produits qui tiennent dans le temps, qui sont bien conçus, qui sont réparables en cas de problème ? Ouais, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, les produits sont plus robustes, plus bien construits et ils se renouvellent moins vite qu'il y a quelques années. Donc ça veut dire que leur espérance de vie est plus grande. Donc si leur espérance de vie est plus grande, ils peuvent effectivement passer d'un propriétaire à un autre propriétaire. Et globalement, en moyenne, on peut compter avoir accès à des pièces pendant combien de temps ? T'as une idée un peu ? Du fait de la montée en gamme, je trouve qu'on voit encore des produits en garantie qui étaient déjà vendus en 2016-2017. Donc, s'ils sont encore vendus, les clients qui peuvent acheter ce produit d'occasion maintenant, à mon avis, sont tranquilles encore pendant les 5 prochaines années, au minimum, sur la disponibilité des pièces. S'il n'y a pas encore d'indice de réparabilité pour les produits photo, en revanche, il y a des petits messages souvent qu'on trouve dans les enseignes spécialisées photo sous les produits qui sont la durée pendant laquelle on va pouvoir trouver les pièces détachables. C'est ça, un engagement du constructeur Voilà. à garder au catalogue des pièces pendant une certaine période. Que souvent, moi j'ai regardé dernièrement, j'ai trouvé quand même assez courte, de l'ordre de 2-3 ans. Ah ouais, pas ça plus ? Ça fait un peu flipper. Alors, moi j'étais plus sur 10 ans dans ma tête. Je pense que c'est plutôt à titre indicatif. Et en tout cas, je l'espère, parce que dans les faits, souvent, on s'aperçoit qu'on peut réparer. Enfin, Thomas, tu Oui, on peut réparer plus longtemps, oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que si on te dit les pièces sont dispo pendant 2-3 ans, ça tique peut-être un petit peu quand tu le vois comme ça, mais je trouve que dans les faits, à part quelques exceptions, c'est tout le temps plus long. Et je pense que c'est juste pour c'est pour pas prendre le risque de donner une date, de trop s'engager sur la dispo, mais normalement c'est rarement vu de cas où les pièces s'arrêtaient vraiment vite. Si on veut être tranquille, on achète du Leica et puis on fait réparer ces Leica M des années 50. Vous avez d'ailleurs, tiens, toi Thomas, une politique un peu comme ça de prévention chez Nickel, où vous dites, bon bah voilà, je sais que cette pièce détachée, on me la demande régulièrement, je vais volontairement la surstocker pour être sûr, si jamais au cas où ils arrêtent de la proposer, d'en avoir toujours en magasin, quoi. Et ben moi, j'ai encore jamais été confronté à ce cas-là. Après, c'est sûr que si je vois un produit vraiment très ancien, que le client veut le faire réparer, par exemple, c'est quand tu as passé les 10 ans, on pourrait lui dire qu'effectivement, économiquement parlant, il vaut peut-être mieux commencer la réflexion du est-ce que je fais réparer ou est-ce que je le change. C'est passé 10 ans, si je vois que les pièces sont plus disponibles, ce serait dommage de pousser à une réparation des fois onéreuse, alors que effectivement, s'il se rabat sur le marché de l'occasion ou sur un boîtier plus récent, il repart sur une garantie. Même le client sera plus serein dans ces cas-là.
Après, tu sais, il y a des choses un peu irrationnelles dans la photo, hein. Il y a de l'affect, il y a de l'émotion et certaines personnes sont prêtes à mettre le prix qu'il faut pour réparer un appareil hors d'âge parce que c'est leur appareil, quoi. Ouais, la simplement. dimension sentimentale. Moi, je l'avais fait avec mon premier appareil, mon petit Leica CL familial aussi. C'est le premier appareil avec lequel j'ai photographié. J'ai fait réparer la cellule. Ça m'a coûté cher. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être si je voulais revendre cet appareil, ce que je ne ferais pas, il vaut beaucoup plus cher aussi qu'à l'époque, puisque Alors Ouais, c'est encore un autre débat. différent, C'est un autre débat. mais c'est un cas un peu différent. Mais si par exemple tu te pointes, je sais pas, chez un réparateur avec un 5D Mark II ou même chez Canon, Et oui, que tu leur dis voilà, je l'aime beaucoup, je veux le faire réparer, bah c'est dommage, mais il n'y a plus de pièces. Et puis après, c'est ça, si on te dit il y a X euros de réparation, mais si tu sais que s'il y a quelque chose derrière, tu pourras pas forcément faire réparer, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de l'investir? Après, c'est le client qui décide, mais bon, il faut le mettre en garde, c'est quand même important. Toi, tu mettais le doigt, Benjamin, là, sur un sujet qui sera peut-être l'occasion d'une émission dédiée. C'est justement le marché du matériel photo de collection et la spéculation qu'on peut largement mettre en place autour de tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Benjamin, quels sont les inconvénients, par contre, à acheter du matériel photo d'occasion? ça peut être de ne pas avoir accès à des garanties. Et du coup, quand on va aller voir Thomas, de se retrouver à payer des sommes assez colossales, voilà, si on doit le faire réparer, ou de ne pas avoir vérifié, d'avoir eu affaire à de l'escroquerie aussi, tout simplement, hein. Attention d'ailleurs, sur les sites, on n'en a pas parlé, mais attention aux fausses annonces ou alors aux annonces qui sont vraiment trop belles pour être vraies, quoi. Le produit à 1 euro, voire zéro. En tout cas, n'achetez jamais un produit d'occasion dans un emballage scellé, hein, jamais. Non, mais Il y a forcément un loup derrière ça. Faut faire quand même un minimum attention. Après, les inconvénients, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si on n'a pas payé une fortune pour acquérir le matériel, si on a fait suffisamment attention et que Thomas l'a très bien dit, on peut faire fi de quelques rayures ou quelques poussières qui vont pas gêner au bon fonctionnement, et faut y aller, quoi. Je dirais que c'est comme Philippe disait tout à l'heure, il faut que ça soit une bonne opération pour le vendeur et pour l'acheteur. Il faut que le client soit content de son achat. Maintenant, l'état du produit, ça peut permettre aussi à l'acheteur de négocier le prix si par la suite il a envie de faire changer une frontale qui a quelques rayures ou faire changer des gainages qui seraient un peu fatigués. Toi, quand tu dis frontale, on parle pas de celle qu'on met sur la tête pour faire de la lumière, Oui. hein. On parle bien de la lentille Tout à fait, frontale. ouais, pardon. La lentille frontale de l'objectif ou même de faire changer des gainages qui seraient un petit peu fatigués sur le boîtier. Ça, dans ce cas-là, si on a envie de faire ou qu'on pense qu'il sera nécessaire de faire une petite intervention, il faut peut-être en discuter avec le vendeur dans ce cas-là, quoi. D'ailleurs, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est raisonnable d'acheter du matos photo à un photographe professionnel d'occasion? Ça dépend lequel. C'est comme acheter une voiture à un taxi. Oui, c'est vrai. Benjamin, où est-ce qu'on peut acheter du matériel photo d'occasion en France? On l'a dit, tous les magasins spécialisés, ou en tout cas beaucoup, ont un rayon d'occasion. Donc ça, c'est une première piste. On a entendu le témoignage de Thomas aussi au Nikon Plaza. Donc si on est nikoniste, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Et puis sinon, évidemment, il y a la Chapelle qui est le bon coin, voilà, sur laquelle on peut acheter sa voiture, sa machine à laver et son appareil photo, hein, voilà, en faisant attention. Et aussi MPB, donc on en a parlé, qui a vraiment le vent en poupe, qui est un site fiable. On l'a vérifié, qui est solide. On peut s'y fier. Et enfin, pour terminer, comment on peut faire pour vendre son propre matériel? On peut toujours demander à un revendeur. C'est simple et rapide. Ça s'évite aussi les tracasseries éventuelles avec l'acheteur. Mais après, comme vous disiez, sur Le Bon Coin, sur des sites type Rakuten, MPB, c'est... Oui, puis on peut s'offrir possible. des boîtes à lumière pour des sommes assez modiques désormais, donc faire ces petites photos de produits soi-même aussi pour mettre le produit en valeur. L'idée, c'est pas non plus de faire du patch-up de luxe, mais c'est de montrer les produits tels qu'ils sont à l'image pour pas flouer le futur vendeur et ne pas éluder les défauts.
C'est qui ça. peuvent être des micro-rayures, etc. Dans le processus de vente de matériel, il y a aussi le facteur temps et prise de tête qu'il faut mettre en place. Alors évidemment, si on fait une vente via Le Bon Coin ou eBay, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant économiquement, puisque personne ne prend de commission au passage. Par contre, ça peut être long, laborieux et un peu frustrant avec des vendeurs qui viennent visiter le matériel, qui sont indécis, qui finalement se rétractent au dernier moment. La simplicité, c'est le système de mpb.com. On envoie le matériel. C'est peut-être un petit peu moins intéressant économiquement, mais au moins, on est sûr que c'est fait rapidement et bien fait. Alors, ça dépend. Il faut regarder, du coup. Il faut comparer entre ce que va nous dire MPB, aller sur Le Bon Coin en même temps, aller sur d'autres sites, faire la comparaison. Et selon les produits, ça peut être tout à fait intéressant de passer par MPB et gagner du temps. Merci beaucoup, Thomas Benjamin, pour toutes ces explications.